Il est 11h en cette journée du jeudi 9 juillet 2020. C'est l'heure du Club La Presse, émission que vous suivez en direct sur Canal FM, mais que vous réécoutez soit en direct ou soit avec léger différé sur les radios partenaires. Radio Courtoisie à Dapan, Central FM à Sokoré, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul en Pays Bassar Konkomba, Radio Lumière à Neho ici, et sur les antennes des radios numériques Ebene Radio, Radio Gameli ou encore sur l'application Canal FM dans les différents pays et continents qui vous accueillent, vous, la diaspora togolaise que nous saluons fraternellement et chaleureusement. À la technique aujourd'hui, Don Piero Gado Suleiman et Géraud Dakoucha. Au menu du Club La Presse, nous allons parler de deux premiers ministres. Feu le premier ministre Amadou Gon Coulibaly de la Côte d'Ivoire qui a quitté son pays il y a un jour et l'actuel en poste ici au Togo. Et nous allons revenir sur les différents aspects de la riposte au nouveau coronavirus. Et si nous avons le temps, nous allons chuter sur quelques articles portant sur l'agriculture dans notre pays. Alors pour la présence à nos côtés au studio, Magloire Teko Kenvi de la rédaction de Flambeau des Démocrates, bonjour. Bonjour Sas et bonjour à tous. Et Michel Tchadja, le grand patron de Ouara les Vainqueurs, bonjour. Bonjour Sas, je tenais aussi à dire un bonjour à tous ceux qui travaillent dans l'immeuble Saham Assurance du côté de GTA et surtout à tous les personnels de l'ARMP. Merci. L'ARMP, c'est l'autorité de régulation des marchés publics. Bonjour à tous. Donc, les parents, les amis, les voisins, notamment les habitants des quartiers Sagbado, Onyome, Lokote, Segbe, Akato, qui prient et qui font toutes les démarches afin que la route qui va de Carrefour Douane jusqu'à la frontière Segbe soit prise en compte par la société Ebomaf dans le cadre des travaux de bituma, enfin de réhabilitation de la voie Lomé-Palémé. Cette route de Segbe qui est route internationale mais qui met à rude épreuve et les hommes et les machines depuis quelques années. Pour que le plateau soit comblé, l'un de mes voisins de Sagbado qui vit lui aussi les affres de la route de Segbe et l'homme à Tichogbe, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux techniciens. Merci. Eh bien, c'est parti. Juste la pensée du jour. C'est une sagesse de notre pays qui dit que les cornes ne poussent pas avant la tête. Les cornes ne poussent pas avant la tête. Comme on dirait encore sous d'autres cieux, la barbe ou bien les moustaches, comment on dit oui, la barbe ne peut pas prétendre raconter l'histoire aux sourcils ou bien aux cils. Les cils et les sourcils qui naissent, mais en même temps que le bébé, la barbe a beau toucher le sol, mais la barbe vient après. C'est également ça qui dit que les cornes ne sauraient jamais pousser avant la tête. Eh bien, par devoir de solidarité africaine, nous nous mettons en condoléance avec nos parents, nos voisins de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a perdu son premier ministre hier, Amadou Gon Coulibaly, qui se trouve être également le candidat du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle censée avoir lieu en octobre prochain. Eh bien, Elom Atichogbe, pendant que la famille biologique, la famille politique de Amadou Gon Coulibaly pleure la mort de ce grand serviteur de l'État, sa mort pose également, ou bien risque de poser un problème au sein de son parti, le RHDP, dans le cadre de la prochaine élection présidentielle.
Oui, effectivement, d'abord, toutes nos condoléances au peuple frère ivoirien pour le décès tragique de Amadou Gon Coulibaly, l'un des plus fidèles du président Alassane Dramane Ouattara ces dernières années. Je pense que l'homme, au-delà de la carrure de l'homme d'État ou de la stature d'État qu'il incarne, c'est quand même quelqu'un qui a fait l'unanimité même au sein du premier cercle du RHDP, même si c'est pas une candidature tout à fait appréciée par tout le monde. Il a quand même fait l'unanimité au sein du premier cercle du RHDP par rapport à sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Et comme vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, je pense que ce décès va redistribuer les cartes sur l'échiquier politique, parce que je fais partie de ceux qui ont pensé que le président Alassane Dramane Ouattara a fait vite d'annoncer le prochain candidat du RHDP. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme envie, tout ce qu'il y a eu comme crise, tout ce qu'il y a comme tension après l'annonce de cette candidature-là. Et malheureusement, l'homme a trépassé, il n'est plus de ce monde depuis hier. Et maintenant, je pense que ça relance totalement les candidatures ou bien la course à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci. Les dépêches laissent entendre que Amadou Gon Coulibaly est rentré de France il n'y a pas longtemps, qu'il aurait piqué une crise en plein Conseil des ministres, crise dont il ne se relevera plus jamais. D'après les premiers témoignages au sein même du RHDP, comme des partis comme le FPI, des deux tendances, et le PDCI, les commentaires, les déclarations sont vraiment élogieuses à l'endroit du disparu. Reste à savoir si ces témoignages sont sincères ou bien politiquement hypocrites. Magloire? Oui, d'abord, moi également, je compatis à la douleur du peuple ivoirien, parce que au-delà de tout, c'est un Africain qui est décédé, c'est un serviteur de son pays, et donc pris tel, on ne peut que regretter ce décès. Moi, je l'avais déjà dit hier que j'aurais voulu le voir vivant, pour sa famille d'abord, et pour le pays après. Mais vous l'avez dit, depuis hier, il y a toute une floraison d'hommages qui fusent, au-delà de petits intérêts qu'il y a autour, n'est-ce pas, de la succession au président Alassane Ouattara. Moi, je dis plutôt que le monsieur, il a quand même cette carrure d'un homme d'État, de grande envergure, parce que voyez-vous, depuis 2002, le monsieur est toujours présent dans chaque gouvernement, y compris le gouvernement piloté par le président Gbagbo Laurent. Il est là, à chaque fois il est présent sur la scène politique nationale. C'est dire donc que c'est un acteur qui a de la plus-value à apporter, n'est-ce pas, à la chose politique dans son pays. Sauf que je regrette un tout petit peu que ça est encore caractéristique, n'est-ce pas, de cette particularité-là que nous avons en Afrique, notamment à ne pas savoir lire véritablement notre corps et agir pour. Je m'explique. Voyez-vous, ça fait quand même 8 ans que ce grand homme traîne avec lui une transplantation de cœur, ce qui fait qu'il a une santé assez fragile. Il le sait, quiconque tout le monde. C'est ce qui a fait que en mai dernier, il a été évacué sur Paris après une crise cardiaque. Heureusement, il a répondu, son organisme a répondu au traitement. Mais moi, je me dis, oui, l'affaire d'État, oui, être succédé au président Ouattara, c'est également une humble ambition. Mais quand ton organisme, tu sens véritablement que ça ne tient vraiment plus, mais il faut lever la main tout haut et dire, je veux bien, mais mon organisme ne le permet plus. Mais on a l'impression moi, je vais pas accuser le président Ouattara. On dit souvent qu'il veut aller leur ménage sa monture. Il a d'ailleurs mieux fait, et bien fait d'ailleurs, d'annoncer les couleurs très tôt. Mais c'est à toi, véritable, puisqu'il a pris comme son fils. Il a dit même lors de son investiture. Mais le président Ouattara n'est pas un médecin. Il n'est pas dans l'organisme de l'intéressé. C'est à toi. Après tout ce que tu subis ces dernières années, tu peux dire oui, pour la charge de l'État, la primature, oui, d'accord, mais la présidence, c'est encore une autre étape supérieure. Mais vu comment mon organisme fonctionne, je ne me vois pas en mesure d'assumer le rôle. Bon, un bon Africain, il a assumé jusqu'au bout. Aujourd'hui, il n'est plus là. C'est ce que j'ai dit. J'aurais voulu le voir vivant,
d'abord pour sa famille. Malheureusement, il a trépassé, paix à son âme. Et paix, en tout cas, courage à la classe politique ivoirienne. AGC Amadou Gon Coulibaly, qui totalise une trentaine d'années de vie politique au plan national. Il a été maire de sa ville, Korogo. Il a été député. Il a été une fois ministre, premier ministre. Son ambition de présider aux destinées de la Côte d'Ivoire ne se réaliseront pas. C'est vraiment un fils à la fois politique et très intime de Alassane Dramane Ouattara. Michel Tchadja, d'où la mort de Gon Coulibaly risque de poser le problème. Nous avons écouté le président Ouattara déclarer solennellement qu'il ne se représentera plus à la prochaine élection présidentielle en octobre, mais avec la mort de son dauphin à 4 mois de la présidentielle, est-ce que vous voyez Ouattara ravaler sa parole et se porter éventuellement candidat à cette élection présidentielle? Pour le moment, il est seul face à lui-même, parce que c'est lui qui l'avait annoncé. Et aujourd'hui, c'est vrai que la situation, la donne a changé avec la disparition subite et donc de son premier ministre. Je voulais d'abord dire que en politique, on ne jette pas les armes n'importe comment comme ça, parce que c'est pas parce qu'il était un peu souffrant qu'il était souffrant qu'il allait renoncer ou bien refuser le choix non seulement de Alassane Ouattara, mais aussi de sa famille politique. Si, Michel, on a connu des cas où des gens étaient promis à un bel avenir, mais en écoutant leur corps, leur cœur, ils ont décliné ces offres-là pour diverses raisons. Non, le mal dont ils souffraient, il y en a qui ont ça, qui n'ont pas tenu longtemps. Il y a d'autres qui ont ça, qui tout dépend de Dieu. Il y a des gens qui ont ça, mais qui ont vraiment ont fait un long temps avec. Donc, le fait même qu'il aille faire 2 mois à Paris, dans un hôpital, ça rassurait même sa famille politique, comme quoi désormais il était à même de tenir la barque après le départ d'Alassane Ouattara. Vous l'avez vu hier quand il est arrivé à la présidence, dont il n'a pas mis pied il y a de cela un temps, il était chaleureusement applaudi. Donc le personnel même de la présidence était très fier de le revoir d'abord revenir au pays, mais de reprendre les affaires. Malheureusement, les instants qui ont suivi n'ont pas été vraiment du tout favorables pour lui. Nous allons prier pour le repos de son âme. Maintenant, je voulais tirer un chapeau à Alassane Ouattara parce que, en le choisissant au départ, moi j'étais un peu satisfait parce que, comme tu l'as dit, il y a plus de 30 ans qu'ils travaillent ensemble. Et la loyauté, la fidélité, le sens du devoir que ce monsieur a, vraiment ont milité en sa faveur. Et Alassane Ouattara, ayant vu ce qui se passe en Angola actuellement, ce qui se passe en Mauritanie, mais s'est dit que ce n'est pas la peine de mettre un kidam à sa place et après se retrouver dans une situation inconfortable. Et donc, il a choisi un des fidèles parmi les fidèles. Et c'est normal, il veut couvrir ses arrières, comme on le dit. Et donc, le fait de le faire, moi j'ai trouvé ça vraiment sincère et honnête, parce qu'il n'y a pas longtemps, à l'est de chez nous ici, vous avez vu le président Yahi Boni en voulant quitter, il y a 10 ans qu'il a passé à la tête du pays avec des gens qui ont mouillé le maillot avec lui, mais il n'a pas vu ça. Il allait chercher quelqu'un à Paris qui difficilement arrivait à s'habiller en pagne pour imposer aux Béninois. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et donc, il n'était pas surpris de voir que il y a des gens dans sa famille politique qui travaillaient pour Zensou le jour et la nuit, ils battaient campagne pour Baptiste Talon. Donc, et au finish, vous avez vu les résultats. Tous les devoirs qu'il a actuellement, je ne me plains pas. Parce que lui-même aurait cherché. Il y a des gens qui souffrent pour vous. Et à la fin, vous allez piocher quelqu'un, un kidam quelque part, vous amener pour imposer politiquement.
avis est lancé à tous ceux qui sont au pouvoir qui veulent quitter un jour. C'est ça. Merci. Avis, vous l'avez dit, avis. Oui, avis est lancé à tous ceux qui sont au pouvoir et qui vont vouloir. Et qui devraient commencer à penser à leur succession. Ah oui. Je pense qu'avec cette situation, moi j'ai tiré chapeau à Alassane Ouattara. Tant même je ne le porte pas très bien dans mon cœur. Mais Michel, ma question demeure. Oui. À présent que le défunt n'est plus, est-ce que Ouattara risque de ravaler sa parole et de se porter lui-même candidat? Non. Tout dépend de... Puisqu'il n'y a pas très longtemps, lui-même avait dit que si Bédié descend dans l'arène, il va descendre. Lui aussi va descendre dans l'arène. Et la probabilité que Bédié représente le PDCI est grande. Et donc, c'est aussi une possibilité pour Alassane Ouattara de revenir ça. Mais attention, en Afrique, je pense que la parole donnée vaut beaucoup. Et lui, de sa stature, et sachant bien que la manière recombolesque par laquelle il est venu au pouvoir, il a tenté en 10 ans de réconcilier les Ivoiriens. Ça n'a pas marché jusqu'à présent. Mais après avoir dit aux Ivoiriens, Urbi et Torbi, qu'il va quitter, s'il revient, moi je pense que ça va reposer encore un problème comment l'appelle-t-on, à la tête de la Côte d'Ivoire. Où il était même élu. Oui, parce que les consciences sont, en tout cas les esprits sont tendus de deux côtés. Toutes nos condoléances à la famille de Gon Coulibaly, à toute la Côte d'Ivoire, et que l'Éternel bénisse la Côte d'Ivoire dans les échéances cruciales à venir. De la Côte d'Ivoire, revenons ici au Togo avec un autre Premier ministre. C'est l'homme Classou, Komi de son prénom. Komi, c'est l'homme Classou, qui est aux affaires depuis 2015. Et le débat de sa présence à la primature revient, surtout après la dernière élection présidentielle. Nous avons toute cette information qui a circulé par les réseaux sociaux. C'était pas officiel, mais que le Premier ministre Classou allait être aux affaires tant que durera l'état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence sanitaire ayant expiré dans sa première phase le 2 juillet dernier, la question s'est encore reposée si Classou resterait en poste ou bien si on devrait procéder à son remplacement. Aujourd'hui encore, le journal The Guardian écrit: le train de Classou a dépassé la gare. Et Écho du pays, pour sa part, se demande si le gouvernement actuel sera toujours aux affaires. Et depuis hier, nous sommes tombés sur une ordonnance c'est l'ordonnance numéro 2020-004 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. L'ordonnance a été signée en date du 3 juillet 2020. Cette ordonnance porte des dispositions générales, des dispositions relatives au déplacement, au transport, d'autres dispositions relatives aux mesures sanitaires, encore d'autres dispositions qui portent sur les activités pédagogiques, académiques, d'enseignement, les réunions, rassemblements et activités, et même les sanctions et dispositions finales. Eh bien, l'ordonnance là est signée le 3 juillet de la main de Komi Selom Classou. Alors, Elomati Chogbe, est-ce que le fait que ce soit le Premier ministre qui signe l'ordonnance qui porte prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 16 août prochain, est-ce que cela veut signifier que Classou sera encore aux affaires jusqu'à la fin de l'état d'urgence? Et là? Bon, je pense qu'il y a un problème qu'il faut relever. Il faut expliquer une situation. Le gouvernement a demandé au Parlement de prendre des responsabilités pour légiférer par ordonnance. Et je pense que pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire, c'est ce qui se fait, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui continue de se faire. Aujourd'hui, on est dans une situation d'état d'urgence qui va durer encore 45 jours et qui se prolonge jusqu'au 16 août 2020. Et tant que l'état d'urgence n'est pas fini, le gouvernement a toujours plein pouvoir de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire de prendre des lois par ordonnance qui expliquent en fait l'ordonnance qui a été signée par le Premier ministre chef du gouvernement. Et à la fin de l'état d'urgence sanitaire, on peut maintenant relancer le débat sur la formation d'un nouveau gouvernement. Parce que juridiquement, tant que le Parlement donne plein pouvoir au gouvernement de légiférer par ordonnance, et comme on est en situation de crise vu le contexte particulier, il me semble que
le gouvernement actuel, même si ce n'est pas écrit, devrait rester en fonction jusqu'à ce que l'état d'urgence soit décrété, clos, et que le gouvernement démissionne ou rende sa démission au président de la République, qui va charger les ministres d'évacuer les affaires courantes jusqu'à la formation, jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre et de la formation d'un prochain gouvernement. Maintenant, le débat qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de savoir quel type de Premier ministre avons-nous besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de quel profil pour mieux conduire les affaires. Aujourd'hui, quand vous voyez le contexte mondial et le contexte africain, les États font une course effrénée vers la mobilisation de ressources. Au-delà du débat sur l'annulation de la dette africaine dans les pays, au-delà du débat sur la prorogation du moratoire pour le remboursement des dettes, et il y a un vrai débat sur le profil même des gouvernements ou la capacité des États à faire face à la crise, c'est-à-dire la résilience. Et le Togo, dans les 400 milliards, a réparti en fait ces 400 milliards d'une façon à ce que on puisse véritablement faire face à la crise, même si on n'a pas encore atteint, je ne sais pas, 2 milliards ou 3 milliards, je ne sais pas combien on est aujourd'hui. Donc, le gouvernement dit, il a défini une stratégie de 3 R. La résilience, la riposte et la relance économique. Et donc, les 3 R sont répartis à 120, ce qui fait 240, et le reste, 180 pour la relance, c'est-à-dire 120 milliards pour la riposte, 120 milliards pour la résilience et 180 milliards pour la relance économique. Maintenant, il se fait que le Premier ministre actuel qu'on a, selon moi, c'est mon analyse personnelle, et par rapport à la crise sanitaire et les conséquences économiques qu'on a, ne peut pas ou n'a pas tout à fait les qualités pour relancer le pays économiquement. En tout cas, le prochain Premier ministre qu'on devrait avoir doit avoir un carnet d'adresses bien fourni pour, d'une part, aller vers les investisseurs, lever des capitaux sur le marché boursier pour relancer, remobiliser les ressources, puisque le budget de l'État est déjà en train de subir un collectif budgétaire, et il faut maintenant relancer l'économie en mobilisant des ressources à l'international, et cela passe aussi par l'implication du secteur privé togolais, ce qui n'est pas effectif, et aussi voir le prochain profil du gouvernement. Est-ce qu'on va avoir plus de technocrates que d'hommes politiques? Et tout ça doit être inscrit dans un agenda clair. Où est-ce que nous voulons aller dans 2 ans, 3 ans? Et donc, après 2 ans, 3 ans, si la mission est atteinte, le chef de l'État peut décider de réorienter le gouvernement en lui confiant une mission politique par rapport aux objectifs électoraux, aux enjeux électoraux du moment. Et donc, je crois que le président de la République est un homme averti, et cette fois-ci, nous ne voulons pas des aventuriers. Comme Michel a l'habitude de le dire, on ne veut pas des gens qui vont venir nous regarder, puisque, comme vous voyez ce gouvernement, c'est à la fin, c'est maintenant qu'on est en train de vouloir former un nouveau gouvernement, que des ministres se rappellent qu'il y a des syndicats dans leur secteur et qu'ils les reçoivent. Depuis qu'ils sont ministres, ils n'ont jamais rencontré ces syndicalistes de leur secteur. Pire, ces gens ont fait des mouvements pour aller à leur cabinet pour les rencontrer. Les ministres ont dit non. En tout cas, le ministre en question se connaît. Il dit que lui ne rencontre aucun syndicat. Au soir du gouvernement, c'est lui-même qui demande à rencontrer les syndicats, et il dit à la fin qu'il prend leur doléance en compte et qu'il va rendre compte. Qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Merci beaucoup. Toujours sur le Premier ministre, on a l'impression que Classou reprend du poil de la bête. Nous avons appris que le lundi, il a rencontré le conseil scientifique. Et hier, c'est lui qui a rencontré les présidents d'universités et les responsables d'établissements privés d'enseignement supérieur. Le vendredi, c'était le Premier ministre encore qui avait annoncé les dates des examens officiels, une certaine présence à Classou qu'on ne connaissait pas avant, d'autant plus que ça fait plus d'1 mois que on n'a plus vu, n'a plus entendu le président de la République. Donc Classou, il se remet dans les peaux vraiment du Premier ministre. Magloire? Bien évidemment, voyez-vous, je me dis la situation telle qu'elle est actuellement lui dresse ce tapis rouge là, parce que théoriquement ça devrait pas être le cas. Il doit dire d'abord merci à coronavirus, parce que la crise sanitaire est venue pour le relancer, pour le conforter, du moins pour un temps donné. Mais je crois que à ce niveau, c'est beaucoup plus une démarche explicative qu'il faut faire à ce niveau, parce que il est le président de la République et Premier ministre. Qu'est-ce que je dis? Autant pour moi, Premier ministre.
Et il y a quelques jours, comme l'homme le disait, le gouvernement a reçu, n'est-ce pas, du Parlement en tout cas la loi d'habilitation là qui permet au gouvernement de pouvoir évoluer par ordonnance et gouverner par ordonnance. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Moi, fondamentalement, je me dis tant que la période de la pandémie durera, eh bien il est là parce que tout récemment on a encore reconduit l'état d'urgence pour 45 jours, mais n'oublions pas également que derrière il y a, n'est-ce pas, cette loi d'habilitation là qui court jusqu'à 6 mois. Ça aussi, beaucoup semblent l'oublier. Je ne dis pas que Classo sera là pour 6 mois, mais il a également cette marge de manœuvre là, vu que nous sommes en face d'un ennemi invisible où personne ne sait ce qu'il adviendra demain. Il est là pour le moment, et tant qu'il est là, il doit assumer les missions qui sont, en tout cas les siennes. Maintenant, moi je me dis, au-delà de sa personne, tout dépend. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que quel régime politique nous avons véritablement? Le Premier ministre représente, il a quel poids dans le régime politique que nous avons actuellement? Le Premier ministre, à ce que je sache, il est le chef du gouvernement et il met en exécution le programme de société du chef de l'État en place. Et donc, pris tel, je ne crois pas qu'il a quelque chose d'extraordinaire à faire que ce que le Premier ministre, en tout cas le président de la République, aura défini comme canevas. Dans ce pays, c'est bien beau d'avoir des technocrates, mais moi je me dis un technocrate ne pourra rien faire tant que notre système politique il est là, dans cette mouture-là. Nous avons vu Humbo par exemple. Tout le monde est unanime là-dessus. Même à ce jour, on reconnaît sa force de frappe. Mais Humbo était dans ce pays en tant que Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a essayé de faire de son mieux. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Pourtant, il avait cette capacité-là de mobiliser des partenaires au développement en faveur du Togo, en faveur de notre économie, en faveur de notre développement structurel et tout. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Et moi, pour moi, c'est pour ça que je dis oui, Classo, au jour d'aujourd'hui, il a un peu ce profil voulu pour le régime politique togolais. C'est-à-dire que un Premier ministre qui soit un homme de main, un Premier ministre qui soit un fidèle des fidèles, qui puisse introduire dans les actes intégralement la volonté politique du chef de l'État. Et donc aujourd'hui, si on veut véritablement que on ait un Premier ministre qui puisse agir sur l'action gouvernementale, là, ça amène et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire à repenser notre modèle politique, en tout cas à redéfinir un nouveau profil pour la primature. Et à partir de là, je crois qu'il va y avoir du nouveau là-bas, il va y avoir du point. Ce débat n'est pas propre au Togo. Si vous suivez l'actualité politique actuelle en France, vous savez que c'est les mêmes problèmes qui se posent. Et je pense que Michel Magloire a tout résumé. Si on revient à notre constitution, le Premier ministre et son gouvernement sont au service du chef de l'État en place. Ah oui. Je pense que la constitution actuelle a laissé peu de marge de manœuvre au Premier ministre. Il est un coordonnateur tout simplement. Je ne vais pas dire qu'il est un garçon de course du chef de l'État ou quelque chose comme ça. Non, il est un coordonnateur, c'est tout. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il est lui-même, quand vous l'écoutez, c'est sur instruction personnelle du chef de l'État aussi. Lui, la formule consacrée, lui aussi, il est dedans. Et donc, on se dit que et c'est normal parce que c'est le chef de l'État qui a été élu et qui a promis aux Togolais je ferai ci, je ferai. C'est pourquoi je trouve un peu anachronique que un jour, comme le Premier ministre aille devant l'Assemblée nationale pour dire que je ferai ceci. Tu feras en tant que qui? Celui qui est élu là, c'est son programme que tu as fait. Et demain, c'est pourquoi est-ce que demain si ça n'a pas marché, il est responsable ou pas? Est-ce qu'il est responsable si demain ça n'a pas marché? Puis c'est pas lui qui avait dit aux populations. Vous comprenez? Et donc, moi, je dis une chose. À l'heure où nous sommes, avec la prolongation de l'état d'urgence et tout ce que le gouvernement est en train de faire, dans le sens de combattre efficacement le coronavirus, je pense que c'est normal. Et toutes les décisions politiques ou sanitaires qui seront prises dans les jours à venir, dans le sens en tout cas, de maintenir l'autorité de l'État et de faire en sorte que l'administration
aille mieux, en principe, c'est normal. Mais, connaissant les Togolais, moi, je me pose une question. J'ai une autre vision des choses. Peut-être que je me trompe. Vous savez, depuis le 3 mai, un peu même avant le 3 mai, depuis le 1er avril, depuis qu'on a instauré l'état d'urgence, vous savez que l'administration publique, même privée, est au ralenti. Vous le savez comme moi. Et j'ai l'impression que depuis le 3 mai où les chefs d'État prêtaient serment, les esprits attendaient, soit ils reconduisent Selam Klassou, ou ils nomment un premier ministre pour libérer les esprits. Sinon, actuellement, dans l'administration, les choses, les gens, je sais pas, psychologiquement, les gens attendent quelque chose. Et donc, que le premier ministre là continue, c'est vrai, c'est légal, mais dans les esprits des Togolais, soit on le confirme, qu'il continue, et les esprits sont libérés. Je sais pourquoi je dis les esprits sont libérés. Ou alors ils n'ont même premier ministre. On ne peut pas continuer dans ce sens-là. Parce que moi je dis que l'administration est en train de souffrir. Si vous faites un sondage, vous allez, une petite enquête, vous allez comprendre que les Togolais se posent beaucoup de questions. Ils attendent. Soit ils attendent quelque chose. Soit la confirmation du président. Ou la nomination. Tant que ça ne sera pas fait, jusqu'au jour où ça sera fait, je vous dis que l'administration est ralentie. J'assume ce que je dis. Les gens ne sont pas libérés. Il faut libérer les esprits. J'insiste là-dessus. Il y a beaucoup d'adresses que vous faites à l'endroit de quelqu'un aujourd'hui. J'espère qu'il note, et s'il n'écoute pas lui-même, que les gens notent pour lui. Eh bien, revenons donc à l'état d'urgence qui se trouve prorogé jusqu'au 16 août prochain. Écho du pays nous le rappelle et écrit également que le gouvernement, avec Klassou, maintient le flambeau de la lutte. À présent, nous allons passer la riposte au nouveau coronavirus sous tous les aspects. Flambeau, Magloire, votre journal, vous écrivez l'université de Lomé, l'audace a du génie. Vous voulez revenir sur les investissements de nos enseignants-chercheurs à nous aider, à nous en sortir au mieux de cette pandémie. Évidemment, Saska, vous vous rappelez que aux premières heures donc de cette crise sanitaire, nous l'avons dit même dans ce studio où pendant que on cumulait les morts à l'Occident et pendant que le mal était pratiquement à nos portes, eh bien, on attendait une réaction, n'est-ce pas, de nos universitaires africains, de nos enseignants-chercheurs, parce que ils sont là plein bardés de diplômes. Pendant ce temps où l'urgence était vraiment sonnée, on avait l'impression, comme tout le continent africain avait tout ce qu'il avait comme potentialité en médecine et tout, on avait le regard tourné vers l'Occident pour attendre, n'est-ce pas, la potion magique. Et on l'avait dit à l'époque que ce n'était pas bien, qu'il fallait oser. À la suite, on a vu l'Afrique, et en tout cas le Madagascar qui a sorti sa potion. Malheureusement, ça n'a pas eu le soutien que ça devrait avoir avec la réticence aussi de l'OMS à reconnaître cela. On en était là quand à l'université de Lomé, ils ont osé, ils ont essayé. Ils ont décidé de faire un attelage entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne en initiant en tout cas une formule, une solution un peu endogène à la crise. Et voyez-vous, ils ont lancé un appel à tous ceux qui se connaissent un peu en phyto médicaments, et à l'arrivée ils ont eu à rassembler au moins une centaine de propositions de produits, et après étude, parce qu'il y avait une commission technique et scientifique qui a été mise en place, après étude on a maintenu 4 produits qui ont suivi des étapes. À l'heure actuelle, on nous dit que à partir du 1er septembre prochain, eh bien il va y avoir des tests sur des humains de ces produits-là. Mais nous, honnêtement, les résultats sont prévus pour la fin de cette année 2020. Mais ce que nous voulons relever dans notre papier, ce n'est pas véritablement la conclusion en fait. Ce n'est pas que la conclusion soit, en tout cas, la solution, elle soit là où on a pu trouver un médicament véritable. Mais nous voulons relever cette audace-là relevée par l'université publique du Togo, parce que
On ne peut pas être là avec nos universitaires, nos enseignants-chercheurs, pendant que on se cherche à trouver un médicament pour un mal qui ronge la société. Peu importe la suite, nous disons que c'est de l'audace et il va falloir apprécier cette audace-là. Audace-là est saluée. Avant ces projets de médicaments, il faut relever également que les enseignants-chercheurs, les étudiants, ils ont mis sur le marché des formules qui aident à fabriquer des cachinés. Les solutions hydroalcooliques et les cachinés qui sont mises en vente. Maintenant, ces 4 projets de médicaments, hier, nous avons reçu le professeur Iou Majesté, qui fait partie du comité scientifique et qui a quand même dit que l'université de Lomé a besoin d'argent pour que les tests cliniques puissent être effectivement mis en œuvre le 1er septembre. Même en médecine, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Espérons que l'université saura mobiliser des ressources financières pour qu'on teste cliniquement ces médicaments. Toujours riposte à la Covid-19, d'accord, mais les autres maladies n'ont pas abdiqué. Et quand nous sommes malades, nous devons aller à l'hôpital et c'est pas toujours facile. The Guardian qui écrit aujourd'hui coronavirus et ses conséquences, quand les Togolais ont peur des consultations médicales. Ça, c'est une peur générale. Alors, surtout, si on doit aller dans des hôpitaux publics, la peur est encore plus grande. La semaine dernière, nous parlions des structures d'accueil du CHU Campus. Aujourd'hui, Elam, vous nous ramenez dans les couloirs du CHU Sylvanus Olympio et vous sonnez l'alerte. Et vous trouvez que les dispositifs de lave-mains sont en panne au sein du CHU Tokoin. Et vous relevez que le service des prématurés se révèle le nouveau foyer de contamination au sein de ce grand hôpital. Et l'homme? Bon, vous savez, le titre n'est pas trop fort. On n'a fait que décrire une réalité qui pourtant est dramatique. Vous savez, on a souvent écrit sur le CHU Sylvanus Olympio pour remettre les choses dans l'ordre. Et il y a de cela quelques semaines, on a alerté l'opinion et les autorités sanitaires sur le relâchement qu'on constate dans le respect des mesures barrières dans ce grand hôpital, sinon le plus grand centre hospitalier du pays. Dans cette parution-là, vous avez vu à la une de notre journal, c'est une photo authentique prise sur place, où vous allez voir des mamans avec leurs bébés entassés sur des bancs, attendant chacune de se faire consulter par un pédiatre. Ça n'a rien dit à personne. Le lendemain, on a appris qu'ils ont couru dans tous les sens pour faire respecter les mesures barrières. On a tenté de sensibiliser les mamans. 2 semaines après, c'est-à-dire le 23 juin, disons 10 jours après, le 23 juin 2020, un bébé prématuré a été testé positif à la Covid-19 dans cette même salle, dans ce même service des prématurés. Dans la même journée, une maman a été testée positive à la Covid-19, toujours au service des prématurés. Ça fait 2 personnes. Et quand cette personne a été déclarée positive plutôt, il n'y a pas eu de mesure de mise en quarantaine. Tenez-vous bien, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de mesure de mise en quarantaine. Cette semaine, le lundi 6 juillet 2020, 3 nouvelles personnes, toujours dans ce même bâtiment, sont testées positives. 2 mamans, un bébé prématuré. Et ces mêmes personnes utilisent les mêmes toilettes, pour ceux qui connaissent bien le CHU Sylvanus Olympio, les mêmes toilettes avec les gens ordinaires qui viennent, c'est-à-dire qui sont des personnes saines, et ces mêmes personnes qui viennent et qui n'ont pas de dispositif de lave-mains pour se laver les mains. Parce qu'aux dernières nouvelles, ce qui est encore plus dramatique, les dispositifs de lave-mains qui sont au CHU Sylvanus Olympio sont en panne. Je précise et j'affirme. Le constructeur, sinon le concepteur de ces dispositifs de lave-mains, a rapatrié ces dispositifs pour les réparer et jusque-là, il n'a pas retourné les dispositifs de lave-mains. Avis à la coordination nationale de riposte. Nous sommes dans le plus grand centre hospitalier du pays, s'il vous plaît. Maintenant, si nous allons au service des prématurés, là où le bas blesse, c'est que les infirmiers et les médecins qui sont là-bas, ils ont peur de pouvoir faire convenablement leur travail. Parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui une sécurité par rapport à ces prématurés. Or, ce service, c'est le plus grand du pays. C'est-à-dire que si vous avez même un bébé de 6 mois qui est né de façon prématurée, il n'y a que ce service qui puisse véritablement vous donner les soins nécessaires pour que votre bébé passe l'âge de la maturité, enfin de la prématuration pour devenir mature jusqu'à ce que il devienne grand. Il n'y a que ce service. Et les médecins qui s'occupent de ce genre de cas sont rares sur le territoire. Ils sont rares sur le territoire. Et
ajouter à ça une période de pandémie générale qui se décrète même là-bas. Nouveau foyer de contamination. Je précise que le titre n'est pas trop fort et nous lançons un avis à la coordination nationale de riposte parce que ce n'est pas un débat qui concerne la direction générale. La direction générale, les infirmiers font leur travail. Mais il y a une coordination qui est chargée de lutter contre la pandémie et de voir dans quelle mesure il faut faire la prévention, il faut faire la riposte et il faut faire la prise en charge des cas confirmés. Si le mal, ça fait la deuxième fois que nous attirons l'attention de tout le monde. La première fois, c'était le 14 juin. Aujourd'hui, on a 5 cas confirmés dans le même bâtiment. Et si rien n'est fait, ça voudra dire que les gens se sont organisés pour nous organiser des funérailles. Merci. Donc, des mamans et leurs bébés testés positifs au service des prématurés au CHU Tokoin. Et l'homme le disait, ces personnes ne sont pas mises en confinement. Les médecins, les infirmiers, les gardes malades leur rendent visite et rentrent. Nous apprenons également que les accompagnants entrent dans cette salle-là et en ressortent, qui pour aller à la maison, qui pour aller au service, qui pour aller rencontrer des amis. Et puis, j'ai eu un contact qui m'a alerté très tôt ce matin, autour de 1h du matin, qu'on aurait enfin mis devant la salle-là interdit d'entrer. La salle des prématurés, oui, qui est interdite d'entrer. Il semble qu'on a même écrit danger de mort. Michel, si nous revenons sur ces informations, ce n'est pas pour méconnaître le mérite des autorités du CHU Tokoin, encore moins ne pas reconnaître l'effort de la coordination, mais il y a péril en la demeure si au sein même des hôpitaux, les mesures barrières ne sont pas respectées comme il faut. Et justement, nous sommes là pour alerter. Lorsqu'il y a des failles, il faut quand même attirer l'attention des autorités compétentes pour remédier à ce qui pouvait l'être. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que, comme l'homme l'a dit, le plus grand centre hospitalier de notre pays, et si les dispositions idoines ne sont pas prises pour protéger les petits, les enfants prématurés, et au-delà, le personnel soignant et les accompagnateurs des malades et autres, ça veut dire que il y a un problème qui se pose. Et je pense que c'est là où le colonel médecin Djibril a du pain sur la planche. Nous savons qu'il abat un travail vraiment remarquable, mais qu'il souffre de constater que il y a des petites failles là qui s'ouvrent ça et là. Et surtout que c'est dans un centre de santé le plus important du pays, ça doit attirer l'attention des gens, et ils doivent quand même prendre des dispositions très très rapidement pour faire en sorte que, en tout cas, ce que ce soit le personnel hospitalier ou bien les prématurés ou ceux qui visitent ce centre quand même soient plus ou moins rassurés et protégés, parce qu'aujourd'hui c'est de ça qu'il est question. La sensibilisation que le gouvernement a quand même commencé à faire au début de l'apparition de la pandémie. Si c'est cette sensibilisation, en tout cas faiblit, ou cette sensibilisation, on tente de croire que bon, là où on a suffisamment fait, je pense que c'est une erreur. On doit toujours... Justement, hier, nous recevions le professeur Majesté Iou, qui insistait sur la vigilance qui doit être de rigueur. Sinon, nous risquons d'aller tout droit à la catastrophe. Oui, puisque là où on pensait que c'est bon, ça a recommencé, mais ça veut dire que nous qui sommes encore... on ne sait pas si nous sommes au beau milieu du fleuve ou bien on n'en est pas encore là. Et nous qui n'avons pas assez de moyens, nous devons être beaucoup plus, en tout cas, attentifs et vigilants, parce que s'il y a une situation, vraiment, je ne sais pas comment on pourra la contrôler. Donc c'est pourquoi je pense que l'article ou l'interpellation, ou l'appel de Elan a son sens. Merci. Vigilance encore une fois au sein de nos hôpitaux. Et dans la population, la situation n'est pas meilleure. Ce matin, j'ai eu un ami auditeur qui est en route pour Kara et qui a partagé avec moi ses constats quand il traversait les villes de Tchévié et de Ngotien, où il n'a pratiquement vu personne porter le cache-nez. C'est un témoignage d'un ami. Ce matin, quand il traversait Tchévié et quand il est arrivé à Ngotien, pratiquement personne ne portait les cache-nez.
dans ces villes-là, ça veut dire que c'est soit relâchement, ou bien insouciance, ou bien négligence, alors que le mal est déjà là. Je ne sais comment il faut insister là-dessus pour que nous le comprenions. Michel? Mais on ne peut pas quitter ce point-là sans parler de la mesure gouvernementale qui consiste à la réouverture de certains lieux de... Oui, nous allons y venir. Justement, je disais que le Premier ministre a rencontré les présidents des 2 universités publiques et les responsables d'établissements supérieurs privés. Selon la conclusion de la rencontre, c'est que ces établissements supérieurs allaient être incessamment ouverts ou bien bientôt ouverts. Le débat porte également sur la réouverture des lieux de culte et centres de prière. Il semble qu'on va y aller de façon progressive. Certaines confessions religieuses ont déjà commencé à publier la liste de leurs églises et temples qui vont être ouverts ici et là. Ma gloire, tout cela pendant que nous en sommes encore au relâchement, à la négligence, à l'insouciance. Ben, disons que d'abord au sujet en tout cas de l'inquiétude relevée par l'homme, moi je crois que elle est pertinente dans la mesure où nous également nous l'avons écrit dans notre parution du jour que pour une lutte assez efficace et efficiente contre la Covid qui a cours actuellement, il va falloir qu'on soit beaucoup plus attentif à l'égard du personnel soignant. Et l'homme l'a effleuré sans pour autant le dire, c'est véritablement le ministre de la Santé qui a reçu ces dernières heures une panoplie de syndicats. J'ai vu certains, je me dis waouh, est-ce qu'on a ces syndicats qui opèrent jusque-là? Mais bon, c'est intéressant quand même. Mais le plus important, c'est que ces syndicats-là ont fait une série de doléances et moi, ça me paraît un peu perplexe de voir que dans cette série de doléances, les médecins disent qu'il manque de masques de protection adaptés. C'est-à-dire que encore. Ah ben oui, j'ai lu, c'est marqué noir sur blanc, qu'à l'heure actuelle, le personnel soignant manque cruellement de masques chirurgicaux adaptés. Et donc, quand on nous dit que depuis là, l'État fait des commandes sur commande, et moi je me dis... Nous recevons des dons dont on publie la liste publiquement sur la TVT. Et moi je me pose des questions. Si le personnel soignant qui est au devant de la lutte manque cruellement de masques chirurgicaux qui se veut la base élémentaire de tout ça, je me dis qu'en dira-t-on même des populations, du citoyen lambda. Mais ça repose véritablement la question. Oui, l'autorité fait de son mieux. C'est vrai que c'est une responsabilité partagée parce que quand on prend ce qui est côté gouvernement, on fait de son mieux. Quand on prend au niveau de la coordination, également ils font de leur mieux. Au niveau de la population, c'est vrai qu'il y a un peu de laisser aller, comme vous l'avez dit, du relâchement par ici et par là. Pas un peu de laisser aller, parce que je viens d'avoir d'autres témoignages. Un auditeur qui nous suit en direct et qui dit que ce matin, il a traversé Tabligo à Fagnan. Il est allé même chez nous, à Vaughan. Et le constat est le même. Pratiquement personne ne porte le cache-nez dans ces villes. Là, c'est véritablement une nouvelle interpellation qu'on fait à l'autorité. Parce que on ne peut pas dépenser tant de ressources financières depuis là et déployer tant d'énergie pour qu'on en soit arrivé là aujourd'hui. C'est comme si on est à l'étape 0, alors que à l'origine, là où le mal a commencé par sévir, il y a encore du regain d'inquiétude là-bas. Et donc quand on fait tout ça, on fait tout ce parcours pour avoir une situation actuelle qui est ce que nous voyons, que les gens banalisent tout, les cache-nez, les masques de protection, on ne les porte plus. Je me dis, on risque peut-être de faire face à une seconde phase qui sera plus atypique que la première, si on ne fait pas attention. Et là, j'interpelle beaucoup plus l'autorité. Moi, j'aime le dire parce que le Togo, c'est un État et il y a l'autorité qui recadre tout. C'est l'autorité qui définit la politique qu'il y a lieu de dérouler dans le pays. On a à plusieurs compartiments, on a des cellules, des commissions qui régulent en tout cas le quotidien dans la lutte, dans cette lutte-là. Et la force
et anti-Covid, elle est là également. Moi, je voudrais beaucoup plus voir. C'est vrai que elle est à un nombre un peu réduit, 5000 sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas aussi grand, mais je crois que c'est suffisant parce que elle a été mise sur la base d'un travail scientifique qui a été fait en amont, je présume. Et donc, 5000 aujourd'hui, on peut faire ce travail-là de dissuasion et rentrer dans les quartiers, dans les villes secondaires du pays pour expliquer aux gens, parce que à Kbalimé, par exemple, comme vous l'avez dit, moi j'y étais l'autre fois, on dirait que la fête de coronavirus, ça ne concerne que Lomé. Ne parlons même pas des villages. Pour eux, bon, c'est pour les gens qui vivent en ville. Et donc, ça voudra dire que c'est une interpellation qui est toujours d'actualité et l'autorité doit savoir réagir promptement. À propos de l'autorité, je parlais tantôt de l'ordonnance 2020-004 signée par le Premier ministre en date du 3 juillet. Cette ordonnance porte également des sanctions contre ceux qui seront surpris en flagrant délit de ne pas observer les mesures sanitaires, les mesures barrières. Et c'est dans cette ambiance que nous sommes nombreux à demander que les écoles soient réouvertes. Elles le sont depuis 4-5 semaines. Nous sommes encore plus nombreux à demander que les églises, temples et mosquées soient réouvertes, de même que l'enseignement supérieur. Michel, nous avons dit tantôt comment les églises, les lieux de culte seront réouverts partiellement et progressivement, comment l'enseignement supérieur va également incessamment reprendre service, mais si les mêmes constats d'insouciance, disons d'indiscipline individuelle et collective persistaient, alors là nous risquons d'aller à la catastrophe. Ah oui, c'est en tout cas c'est l'observation que nous faisons de la situation. Si l'insouciance là qu'on observe ça et là, si elle doit continuer, surtout avec la réouverture de certains lieux de culte, ça va poser beaucoup de problèmes. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que le gouvernement a vite cédé à la pression des responsables religieux, parce que je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, si on n'ouvre pas les églises, ce que le Togo paie, on n'ouvrant pas pour le moment les églises, les écoles, oui, parce que nous avons une année académique à sauver, mais les églises, si quelqu'un a envie de prier... Les gens disent également qu'ils ont leur foi, leur âme à sauver aussi. Qu'ils le fassent à la maison, chez eux. Et je le dis toujours, avant même d'ouvrir sa bouche pour parler à Dieu, il a déjà su ce que vous voulez dire. Vous pouvez être dans votre chambre, faire la prière qu'il faut. Parce que, nous le disons tantôt, ce que nous observons, hier par exemple, j'ai vu quelque part vers GTA, des gens qui priaient, des gens qui priaient en groupe, comme ça. Personne n'avait une bavette parmi ces personnes-là. Et ils priaient ensemble. Mais j'ai regardé, j'ai tiqué. J'ai dit, mais attends, mais on est où là? Mais si, avec l'ouverture progressive des lieux de culte, vous savez, vous parlez des gens qui veulent honorer leur foi, qui veulent faire. Mais si à Agoïtou, par exemple, si on ouvre 2 paroisses seulement, mais je ne sais pas comment les dispositions qui seront prises. Sinon, tous ceux qui ont envie d'aller iront là-bas, dans les 2 centres. Et comment vous envisagez, comment vous voyez... Les responsables de ces lieux de culte s'engagent à faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation sociale. Mais les gens ont toujours dit ça. Mais sur dans la pratique, on va voir de toutes les façons, nous serons, c'est notre devoir d'ailleurs, même en tant qu'homme de médias, de veiller, de se trouver ça comme de lait sur le feu, et pour revenir dans ce studio. Parce que je ne sais pas, j'ai eu l'impression que le gouvernement a cédé à la pression des responsables religieux. Ça dit que on aurait pu encore patienter avec ce qui s'est passé dans les écoles où on a enregistré des cas. Et là-bas, malgré toutes les dispositions, et avec les lieux de culte où on n'a pas l'assurance en tout cas, de voir les mesures édictées par le gouvernement scrupuleusement respectées, mais je crains pour demain. Oui, je vous comprends, mais même dans ce studio, je crois que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, Michel. La preuve est l'homme. Je crois que la décision du gouvernement, personne ne lui a mis la pression. Écoutez, les responsables religieux n'ont pas pris leur téléphone pour appeler tout le temps le ministre de l'administration territoriale ou le premier ministre pour lui dire « Messieurs, ouvrez les cultes, ouvrez les lieux de culte, ouvrez les lieux de culte ». C'est une décision qui a été mûrie. Maintenant, sur le fond, je pense que
la décision mais avant en elle-même... qu'on ne prenne cette décision, tu ne sais pas ce qui est fait en amont, tu ne sais pas. Oui, mais je ne sais pas, mais je ne peux pas dire non plus que voilà, il y a eu des pressions. En tout cas, personnellement, je ne peux pas dire. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé aussi. Mais la décision en elle-même, moi, je la critique parce que soit on laisse les lieux de culte fermés, soit on les rouvre tous. Ce qui va se passer, ça va être un désordre notoire. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que dans telle préfecture, il n'y a qu'une seule paroisse qui sera ouverte. Une seule paroisse qui sera ouverte. Ouais. Si vous avez 100 000 âmes dans la préfecture, les 100 000 âmes vont aller dans cette paroisse en respectant les mesures barrières. Il y aura combien de cultes dimanche? 20, 25, 30, 35, 40, 50? Non mais avant de prendre des décisions, je pense que le gouvernement devrait associer davantage la communauté religieuse. Et où les communautés religieuses? Si vous vous rappelez les nombreuses séances de travail. Je me rappelle, mais on nous a dit la dernière fois que la décision du gouvernement a été critiquée elle-même déjà par les responsables religieux qui étaient dans la salle. Ça veut dire que ça n'a pas été reçu ou ça n'a pas été bien accueilli par les responsables religieux. Mais cette décision, pourquoi on n'a pas fait une ouverture progressive des bars? Pourquoi dans ce pays, vous n'avez pas fait une ouverture progressive des bars? On a dit d'abord... Les bars n'ont jamais été fermés. Pas fermé les bars. Oui. C'est pourquoi on nous a dit d'abord que ouvrez, mais ne jouez pas de la musique. On ne veut pas voir des attroupements. Ensuite, on a vu que il a commencé à avoir des attroupements. On a dit fin de lever du coup-feu. Les discothèques ont commencé à travailler. Les gens ont commencé à s'attrouper. Les maires ont commencé à fermer des bars. 19 au total la dernière fois dans la commune Golf 5. Mais écoutez, maintenant pourquoi on veut maintenant dire aux églises, soit vous rouvrez les lieux de culte, mosquées, etc., soit vous les gardez fermés, parce que ce qui va se passer à partir de ce dimanche ou à partir de l'autre dimanche, ça va être véritablement la catastrophe. Et si l'autorité veut véritablement faire respecter les mesures barrières et éviter la rupture, de nouvelles contaminations, il faut prendre des dispositions sérieuses. Merci, Magloire, rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais dire que, en fait, moi, je n'ai pas l'impression que ce sont les leaders religieux qui font pression sur le gouvernement. Au contraire, le gouvernement se fait pression sur lui-même. Parce que je vois très mal qu'au départ, on ferme les lieux de culte, d'accord? Et les bars, on ne les ferme pas. On dit, oui, vous devez continuer par opérer, mais... Ne jouez pas de la musique. Voilà, ne jouez pas de la musique, il faut respecter les mesures sociales. Est-ce qu'il vous arrive, ça se gâte de sortir autour de 19h, 20h? Vous l'avez déjà fait? De temps en temps. Ah ben, vous voyez ce qui se passe. Et j'en parle même ici. Voilà. Et donc, à partir de là, le gouvernement même voit. Mais il ne peut pas agir dans la mesure où c'est des opérateurs économiques derrière. Le gouvernement voit derrière des impôts. Et là, effectivement. C'est le jeu est mal ficelé dès le départ, le calcul est mal fait. Et donc il se dit, oui, je dois tout faire pour essayer de rouvrir les lieux de culte, mais en même temps, comment? Et là, la formule qui a été trouvée, pour moi, ce n'est pas la meilleure. Parce que on sait déjà que pour l'église catholique, on fait au moins trois messes chaque dimanche. Selon la taille de ces paroisses. Voilà. Mais avec cette mesure, je vous assure, on va multiplier les messes. Et si une messe dure 2 heures, 3 heures, on peut même dépasser 22 heures. Jusqu'au soir. Parce que derrière ça aussi, n'oubliez pas également, c'est qu'il y a les cotisations. Je ne vois pas... Disons les quêtes. Les quêtes, voilà. Je ne vois pas les responsables religieux qui vont dire, oui, les quêtes d'aujourd'hui, ça nous suffit, revenez l'autre dimanche. Non. Ils vont programmer les séances de messe et tout. Et ça va être un tohui-bohui général. Donc pour moi, je le répète encore une fois, le gouvernement même s'y est pris très mal dès le départ. Aujourd'hui, se met la pression dessus tout seul. Et là, la meilleure solution pour moi, c'est que soit le moment n'est pas encore propice, on dit stop. Pour le moment, n'ouvrez pas, on attend le moment juste et tout le monde ouvre. Mais là, ce n'est pas bien, ça ne sent pas bon devant. Il va être midi, mais quand je l'ai annoncé, il faut quand même qu'on fasse la une sur les journaux qui ont parlé de l'agriculture. La semaine dernière, nous parlions de la cession de tout ou partie du capital de la NSC, la NSCT, au groupe singapourien Olam. Ça avait suscité beaucoup de débats. Et la Nouvelle Tribune, vous titrez aujourd'hui que Olam salue la décision du gouvernement togolais de lui céder une bonne partie de son capital.
Oui, c'est ce que le groupe a annoncé depuis Singapour. Ça, c'est la position du groupe. Ils ont sorti un communiqué pour préciser effectivement qu'ils sont contents et fiers de cette session et qu'ils feront tout pour revitaliser l'économie togolaise, qu'ils vont faire la promotion du coton. Et ils ont quand même vanté leurs atouts techniques dans pas mal de pays où ils sont en train de faire leurs preuves dans le coton. Et donc, je pense que ça, c'est la position officielle du groupe. Attendons de voir, ils vont commencer très bientôt. Est-ce que Olam a aussi parlé de ces problèmes au Tchad? Non, je ne crois pas. Ils n'ont pas parlé de leurs problèmes au Tchad dans leur communiqué officiel. Mais on attend de voir. Toujours est-il que quand l'entreprise va commencer véritablement à travailler ici, on aura véritablement plus d'informations. Merci. Michel, votre journal aussi, Ouara, vous y intéressez. Vous nous relevez ce que le Togo gagne en privatisant, en cédant 51% de l'actionnariat de la NCT à Olam. Oui, le Togo gagne beaucoup. Désormais, le Togo, la part de l'État, c'est 9%. Et les cotoculteurs ont les 40 autres pourcents. Je pense que la gestion de cette nouvelle société, on le disait les semaines passées, la gestion n'était pas vraiment orthodoxe. Il fallait quand même appeler, en tout cas faire appel à l'expertise de Olam qui a fait ses preuves ailleurs, et Olam qui va en tout cas aider les producteurs dans les temps de soudure. Olam qui va essayer d'investir dans la production, dans la production du coton et la transformation sur place. Ce qui est un vœu très cher au chef de l'État, la transformation de ces produits sur place ici. En tout cas, beaucoup de promesses. On verra sur ce que je vous coupe, il faut de temps. Vous parlez aussi, voilà les vainqueurs, vous parlez également de cette tournée de Noël Koutera Bataka, le ministre en charge de l'agriculture. Notamment, il a visité le Kral et l'usine Fleurs des Champs. Je crois que c'est la région de Pelé, quelque part. Oui. Merci beaucoup. Et également, notre journal qui parle de l'agriculture, c'est Écho du pays, qui nous parle du MIFA, le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture. 2 ans après, quel impact sur le monde paysan a lié dans le colonne de Écho du pays. Il est 12h, priorité aux auditeurs. Nous avons parlé aujourd'hui de la mort du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Nous avons parlé du Premier ministre togolais Selom Klassou. Pourquoi et comment il reste en place. Nous avons visité certains aspects de la riposte à la Covid-19 et on a fini avec cette revue de presse sur le monde agricole. La parole est à présent à vous en ligne. Fabrice, bonjour. Bonjour, Sasa. Oui. Bonjour, vos confrères. Oui. Par rapport à il y a beaucoup de bruit autour de vous là-bas. On vous entend mal. Je vais intervenir par rapport à 2 points. Oui. Je voudrais dire à votre confrère Michel Kadia que j'admire beaucoup par rapport à Olam, en disant qu'il y a vraiment un impact positif. Je voudrais lui dire que nous ne voudrions pas qu'il aille trop en besogne. Parce qu'il faut qu'on voit la preuve sur le terrain avant de dire que oui, il y aura des preuves concrètes pour la faisabilité. Oui, ensuite le second point par rapport aux églises. C'est Dieu qui a mis en place les églises. Donc, depuis la Genèse, je voudrais dire que nos autorités ont la responsabilité d'ouvrir les églises. Parce que c'est la prière qui va faire que tout sera, Dieu va changer les choses par la prière. Et on ne peut pas imposer les impôts ou quoi que ce soit aux églises. Donc c'est mon point de vue. Merci. Si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain que le maçon travaille, n'est-ce pas? Amen. Merci beaucoup. L'auditeur suivant. Michel, vous notez l'interpellation, vous allez répondre dans un moment. Le suivant en ligne, bonjour. Alors, bonjour. C'est Papa Sardinais. Oui, c'est bien motivé. Oui, allez-y. Moi, à mon avis, je crois que le pouvoir, ou bien le gouvernement a mal fait de céder devant les chefs de culte. Sinon, il devait ouvrir tous les lieux de culte en les ouvrant petit à petit. Qui veut prier, qui ne veut pas prier. Donc, il y aura des attroupements
Et c'est ces attroupements qu'on ne veut pas. Merci. Je vous en prie, merci à tous ceux qui nous écoutent à Moutiévé. Le troisième auditeur déjà en ligne, bonjour. Bonjour monsieur Sass. C'est monsieur Boubacar. Ouais, comment ça va? Ça va chez nous. Vous savez, on dit pour vivre heureux, vivons cachés. L'autorité n'a qu'à prendre ses mesures. Il n'y a pas de bâton derrière eux. Ils n'ont qu'à fermer les bars, en plus les églises d'abord. On va voir les 45 jours d'abord. Merci. Je vous en prie. J'espère que les émissaires du gouvernement ont compris. En attendant, le prochain, il est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. C'est monsieur Boukari. Oui, je salue. Ok, nous vous écoutons. C'est pour d'abord l'information que vous avez donnée pour la ouverture des cultes. Je voulais demander, je n'ai pas l'information. En deuxième position, je voulais témoigner ce que votre ami vous a communiqué. Oui. Le samedi, j'ai quitté Lomé et je suis allé à Nanterre. Mais quand tu portes le casque, c'est comme si tu viens dans une autre planète. Je te jure, j'ai fait samedi, je suis revenu hier, avant-hier nuit. Mais c'est pas possible. Même les autorités, tu te poses la question s'il y a des autorités dans la localité. Il ne faut rien. Les hommes sont là, ils disent, oh. Même quand je suis allé à Noël, je suis allé dans un village qui s'appelle Alati. Quand j'ai posé la question aux gens là, pourquoi vous vivez comme ça sans... Ils disent, oh, Doajo et Doangaloré. Tu vois? C'est ça, vraiment, il faut que les autorités prennent maintenant le temps. Sinon, on nous a dit ici, sur votre plateau, que maintenant, c'est les pauvres que ça attaque. Oui. Maintenant, bon, les paysans, les maçons, les menuisiers, maintenant, si on va nous dire que la maladie, c'est peut-être une catastrophe. Merci. Merci, monsieur Boukari, pour votre... information pour l'ouverture des choses. Bon, l'ouverture, ce que nous apprenons, c'est que les lieux de culte de prière vont être ouverts progressivement et partiellement. Je sais que l'Église catholique publie déjà sur les antennes de Radio Maria les paroisses qui seront bientôt ouvertes par diocèse et par préfecture. Le suivant, c'est monsieur... c'est Norberto. Ok, oui. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, ça c'est bonjour le plateau. Merci. D'abord, je voudrais intervenir par rapport à 2 points. Le premier point, je ne sais pas si vous avez des exemples de privatisation qui ont apporté beaucoup de fruits et qui donnent le courage au gouvernement de continuer à privatiser les entreprises au Togo. Parce que votre collègue disait tout à l'heure que l'État aura une grande part, je ne sais pas compris. Mais ce que je sais, ce que je souhaiterais, c'est que l'État et les gouvernements commencent déjà par se discipliner. Parce que tant qu'on ne cessera pas de détourner les fonds publics, tant qu'on ne cessera pas de ne pas rendre compte de tout ce qu'on fait, de la gestion du contient, on va continuer par céder les entreprises togolaises. Moi, je pense que la meilleure des choses est de commencer par discipliner les gens pour que les entreprises restent les entreprises togolaises. Alors, tout après de faire des concurrences, si les étrangers veulent vraiment investir au Togo, ils n'ont qu'à venir investir, il n'y a pas de souci. Bon, le deuxième point, c'est par rapport à la réouverture des lieux de culte. Sincèrement, de vous à moi, et réouvrir progressivement là, moi, ça me pose, je ne comprends pas. Votre collègue a dit tout à l'heure, si on ouvre 2 paroisses dans une zone et les autres paroisses, les fidèles vont venir à cette paroisse-là, est-ce que ça ne pose pas plus de problèmes à cette paroisse alors qu'on pense plutôt à la distanciation sociale des histoires et tout ce qui concerne les mesures barrières? Il faut que toutes les paroisses puissent commencer à célébrer leur Eucharistie et que les fidèles, maintenant les paroisses, les curés puissent s'organiser à ce que tous les paroissiens de leur zone puissent s'inscrire dans une dynamique. Merci Norberto. Mais ce que nous disons ne vaut pas seulement pour les paroisses de l'Église catholique, mais également aux églises, aux temples de toutes les confessions religieuses, aux mosquées et pourquoi pas également au couvent des divinités traditionnelles. Nous passons maintenant à Clarisse. Bonjour. Bonjour Sass. Oui. Bonjour au plateau. Je voudrais intervenir sur 2 points. D'abord sur le centre Sylvanus Olympio qui serait devenu un lieu de contamination au Covid. Je trouve cela scandaleux. Scandaleux parce que c'est un centre où normalement on est censé venir chercher la santé. Je ne peux pas comprendre que pour faire réparer des dispositifs de lave-mains, on ne puisse pas installer un deuxième jeu.
pour ce grand centre-là, normalement, on devrait avoir un deuxième jeu qu'on placerait avant de faire enlever ceux qui sont défectueux pour la réparation. Franchement, nous sommes dirigés par des incompétents. Et c'est vraiment dommage. Le deuxième sujet, c'est l'ouverture des lieux de culte. Je pense que le gouvernement est en train de jouer à l'apprenti sorcier en ouvrant partiellement les lieux de culte. Ça va créer un appel d'air dans les lieux ouverts et je ne suis pas sûr que les commissions d'accueil dans les églises sont outillées pour maîtriser cet afflux-là. J'espère maintenant que à l'ouverture, les responsables des paroisses vont faire preuve d'imagination en organisant peut-être au préalable des inscriptions des fidèles pour les différents cultes qui seront organisés. Voilà. Et puis, en pensant entre deux cultes à désinfecter les lieux, j'espère, mais je n'ai pas grand espoir. Merci à vous. Ça ressemble à une équation, à un ensemble d'équations à résoudre en même temps. Le suivant déjà, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Bonjour à tout le plateau. Oui, c'est Alfred. C'est Alfred. Oui, allez-y. Oui, je voudrais, moi aussi, abonder dans le même sens pour la riposte contre le Covid-19. Je voudrais, dans un premier temps, féliciter le gouvernement pour le travail qu'il a là-bas, bien que c'est pas parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais au même moment, dénoncer les mauvais grés qui se trouvent dans l'ivraie. Parce que, c'est ce que je voulais dire par là. Excusez-moi, je vais vous prendre un tout petit peu 8 minutes ou bien plus. Ceux de la prison civile de Lomé, qui ont été contaminés, les 18 premiers cas de la prison civile de Lomé, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ces personnes, la majeure partie de ces personnes-là devaient être libérées le jour où ils ont été contaminés. Vous pouvez imaginer ça, que ces personnes-là ont été gardées en prison jusqu'au 8 du mois de juin. Et la prison civile de Lomé s'est débarrassée de ces gens-là en leur donnant la fiche de sortie, c'est-à-dire d'être libérés. Et au lieu de libérer ces gens-là ou bien de les amener dans un centre approprié, on prend en compte ces gens-là, on s'en va les enfermer au camp GP de Logopé, oui. Voilà. Ces gens-là sont restés là-bas. Il a fallu qu'on intervienne, on appelle, mais les gens n'ont pas été libérés. Maintenant, on vient les tester encore, on retrouve encore des cas positifs parmi ces gens-là. Et il a fallu que la dernière fois, le maire, les gens se déplacent pour venir. Et on se rend compte que les hautes autorités ne sont même pas informées de la disposition qu'on a mis pour ces gens là-bas. Et je pense que c'était le lundi passé qu'après molte révolte de ces gens-là, où certains même ont dû fracasser une partie de la porte et sont sortis de force, une douzaine sont partis, et on est venu négocier avec les autres maintenant pour aller les mettre dans un hôtel à Agbalpedo. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que l'État essaie de déployer les moyens pour mettre les gens dans les conditions, mais au même moment, il y a des gens qui se permettent de ramer à contre-courant. De ramer à contre-courant, mais pour leur propre intérêt, parce que les gens qui étaient mis et enfermés à Logopé, normalement, ces gens devaient être soit mis au CHR ou mis dans des endroits réquisitionnés par le gouvernement pour le prise en charge. Voilà. Donc, je voudrais il faudrait, au même moment que le colonel Djibril prenne ses responsabilités, mais qu'il essaie de voir dans ses rangs, parce qu'il y a des gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Ils ne travaillent pas pour que parce que si on compare le Togo, le Bénin, tout ça là, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à 1000 cas. Mais les gens sont déjà à 2000 cas, 3000 cas, 5 10 000 cas, partout. Ça, c'est à féliciter. Mais il ne faudrait pas que les gens se foutent des gens. Parce que de ça, les gens qui étaient déjà déclarés guéris, on les retrouve encore maintenant contaminés. Ce n'est pas normal. Ça ressemble à un travail, à un travail décisif. Justement, c'est ça. Merci donc, Alfred pour ce témoignage vraiment poignant. Non. Ils sont là. Si vous vous rendrez, si vous vous renseignez, vous allez les trouver. Et moi, je pense qu'ils sont actuellement une vingtaine au niveau d'un hôtel. Merci Alfred. Merci beaucoup. Nous allons retrouver un vieil ami, Papa Sebiti. Bonjour, mes directeurs. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Djadja. Bonjour, papa. Et les autres, recevez mes félicitations. Merci. Les ouvertures là, monsieur Sass. Oui. Promenez-vous aujourd'hui. Moi, j'ai toujours parlé de CDI. Promenez-vous aujourd'hui. Les gens, ils vous disent qu'il n'y a pas la maladie. Je dis toujours que je ne dis pas sévir pour un rien. Moi, je serai malade, mais je vais contaminer l'autre. C'est pour ça que je dis de sévir. Bon, deuxièmement, pour l'ouverture des mosquées et des églises. Des églises et temples. Que progressivement, ce matin,
c'est Pelé, malgré ce qu'il dit, il dit non, que les marchés et les églises, ce n'est pas comparable. Parce que Dieu a dit, tu peux prier seul. Alors que le marché, tu ne peux pas le faire dans ta chambre. Vous voyez, c'est très important. C'est comme les élèves qui disent que c'est une colle qu'il a posée aux gens. Monsieur Sass, l'ouverture, on dit ceux-là vont arriver. Est-ce qu'on va leur envoyer un programme que de telle à telle heure, ces noms-là, ces personnes qui vont passer, ça va être une bouillabaisse, oui. Et il y aura question d'intervention policière. Bon, est-ce que tu vas à l'église, il faut te laver les mains, hein, en veste bien habillée, ou bien ils ouvrent, ou bien ils n'ouvrent pas. Surtout, j'imagine Papa Sibiti dans son grand boubou aller se laver les mains avant d'aller prier à la mosquée. Vous voyez, il faut des choses pratiques. Ou bien quand je serai en veste, je suis parti quelque part, cravate, veste, j'arrive à la mosquée, je suis en retard, il faut au moins passer par la mosquée, laver les mains, apporter son tapis. Non. Merci Papa Sibiti. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour, c'est monsieur ou madame, le temps que je me retrouve, Kokou. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour Kokou. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Super monsieur Sass, pour la réouverture des lieux de culte. Moi, depuis que les gens demandaient à ce qu'on ouvre les églises et les lieux de culte là, je me dis, je n'étais pas pour. Et aujourd'hui, la manière dont Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, la manière dont le pouvoir procède à la réouverture des lieux de culte, ça laisse à désirer. Soit on ouvre, soit on n'ouvre pas. C'est comme vous prenez un marché qui est clôturé. Il a au moins 11 entrées. On ouvre le marché, on ouvre seulement que 3 à 7 entrées. Et les autres entrées sont fermées. Et là, vous aurez des regroupements monstres. Des gens qui vont s'agglutiner devant les portes. Pourquoi si on veut rouvrir les lieux de culte, si on ne veut pas. Lorsque les gens demandaient à ce qu'on ouvre les lieux de culte en disant que les leaders religieux sont des gens responsables, les leaders religieux sont des gens responsables. Maintenant, les fidèles, parce que les fidèles, eux, ils sont des gens responsables. Merci. Parce qu'on dit aujourd'hui que les élèves ne portent pas de cache-nez. Dans les marchés, on ne porte pas les cache-nez. Ce n'est pas ces mêmes personnes qui vont aller dans les églises. Merci l'ami Kokou, merci. Le débat est plus riche aujourd'hui. Merci surtout à Dame Clarisse qui, avec sa voix féminine, a attiré notre attention sur beaucoup de sujets. Michel Tchadja, vous avez été interpellé par 2 fois sur votre optimisme que les gens trouvent un peu trop prématuré sur la privatisation du coton. Oui. En disant, je pense que ce que j'ai fait dans mon journal, c'est sur la base du cahier des charges. Ce que le gouvernement a demandé à Olam et ce que Olam a donné comme offre. Et sur cette base-là, j'ai essayé de faire, de mettre ça à la disposition d'un lecteur. Je n'ai pas en tout cas, je ne pouvais pas savoir déjà à l'heure où nous sommes. Donc, si Olam, vous exposez juste les engagements. Les exigences de l'État togolais et les engagements de Olam. Voilà. Et à les lire, c'est vraiment intéressant. Maintenant, si demain Olam n'arrive pas à respecter ces engagements, nous serons là, grâce à Dieu, et pour en tout cas revenir ici, le dire. Pour le moment, c'est ce qui est écrit dans le cahier des charges que nous avons proposé à nos lecteurs. Merci. Eh bien, beaucoup d'autres auditeurs sont revenus sur la problématique de la réouverture des églises. Vous les avez écoutés? Oui, je pense que... Et l'homme? Oui, non, je pense comme les gens se l'ont dit, soit on rouvre, soit on ne rouvre pas. Mais progressive, là, c'est quoi? C'est vrai que je ne sais pas ce qu'on met dans progressive. On a dit ça des établissements d'enseignement supérieur, progressive. Bon, là, on peut comprendre. Mais pour les églises, tout le monde veut aller à l'église. Vous avez, on a dit une église par préfecture, 2 par préfecture, et qu'on répartisse entre les communautés religieuses. Soit demander aux gens. Oui, ben, et un auditeur nous rappelle que même en Italie et en France, les lieux de culte avaient été réouverts progressivement avec même limitation des places au sein des églises. Oui, bon, là encore, on a vu comment ça s'est passé. Les contextes ne sont pas les mêmes. Ici, on est en Afrique, on est au Togo.
On ne peut pas comparer le Togo à la France. Les mentalités sont différentes. Vous comprenez? Le niveau d'éducation, d'alphabétisation plutôt, est différent. On ne peut pas aujourd'hui dire que bon, la France a fait, on implique ça. C'est pas du copier-coller. La gouvernance, c'est pas du copier-coller. C'est en fonction des réalités. C'est pour ça qu'on fait à l'école la civilisation. On dit civilisation africaine, civilisation américaine, civilisation française. Tout le monde a sa civilisation. Merci. À ce sujet, je pense que nos forces de sécurité ont tellement du boulot un peu partout qu'un jour, qu'on les sollicite encore pour aller maintenir l'ordre dans les parce mosquées, que certains ne sont pas contents, qu'ils soient exclus des lieux de culte et ils manifestent. Vous voyez, on va encore demain, vous allez voir la police qu'elle part encore, que des gens manifestent parce qu'on les interdit d'avoir accès à des lieux de culte. Oui, Magloire? Oui, ce que moi j'aimerais dire à propos, c'est que on semble voir comme si c'était l'autorité qui a imposé, alors que c'est la formule là, elle résulte des travaux d'une commission donnée, d'un cadre de travail donné. Et là, je m'étonne que avec tout ce que les gens disent, nos leaders religieux qui étaient dans ce cadre de travail ont pu vraiment accepter cette formule-là. Et donc, il n'est pas encore trop tard. S'il y a à réaménager, il faut le faire. Parce que je ne sais pas si nous avons le temps de recueillir vos cartons, la technique. Alors, très rapidement, juste la couleur du carton, les destinataires. Et là, moi, je n'ai pas de carton. Peut-être un mot, juste en quelques secondes. Oui. Il faut que la coordination nationale de riposte nous dise aussi comment se fait la désinfection des locaux. Merci. Magloire? Oui, carton vert, carton de cœur à l'État français, parce que j'étais impressionné de voir un porte-parole d'un gouvernement comme le gouvernement français, dont le porte-parole n'a que 23 ans. C'est impressionnant. 23 ou bien 31 ans? 31 ans. Voilà, 31 ans. C'est là la jeunesse, on célèbre la jeunesse, alors que chez nous, par exemple, on voit ce que... Merci, on célèbre la jeunesse, c'est l'essentiel. Michel Tchadja? Non, j'ai pas de carton. Et l'homme, nous tous qui habitons les quartiers Sabado, Lokoté, Segbe, adressons un carton vert à l'autorité qui va décider que notre route soit goudronnée. Carton vert à l'autorité. Merci beaucoup. Rendez-vous demain vendredi à 11h si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Canal FM. J'adore.